Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 13 mai, le fameux jeudi de l'Ascension. Nous reviendrons avec l'abbé Christian Venard sur la signification de cette fête et la symbolique. Premiers examens pour les élèves de la Principauté. Nous avons assisté aux épreuves écrites du concours de langue monégasque. Vous en saurez plus sur la sélection des ouvrages pour le coup de cœur des lycéens. Et puis nous parlerons ballon ovale, comment l'AS Monaco Rugby a poursuivi ses activités cette année et quelles sont ses ambitions pour la saison prochaine. Le manager du club, Vincent Romulus, nous dira tout. Mais avant cela, je vous le disais en titre, ce jeudi 13 mai, c'est le jeudi de l'Ascension. Accueillons notre premier invité pour aborder ensemble cette fête religieuse. Bonsoir Christian Venard. Bonsoir à vous. À quoi correspond l'Ascension, à ne pas confondre avec l'Assomption, mon père? Vous avez bien raison à ne pas confondre puisque l'Assomption de la Vierge Marie ne serait possible que s'il y a eu avant l'Ascension de Jésus, qui correspond 40 jours après la résurrection du Christ, au moment où Jésus remonte vers son Père, au moment où il remonte au ciel, après avoir eu cette période, j'allais dire, très intime avec ses disciples, avec les apôtres, avec la Vierge Marie, 40 jours pendant lesquels il a, d'une certaine manière, continué de les enseigner. Il leur a donné en quelque sorte un testament avant de disparaître, dit l'Évangile, à leurs yeux dans une nuée. Et à ce moment-là, un ange, lui, apparaît aux apôtres, à la Sainte Vierge, et leur dit Hommes de Galilée, que regardez-vous donc? Le Christ est remonté aux cieux, d'où il reviendra un jour de la même manière. » Alors ce n'est pas un hasard que cela tombe tous les ans un jeudi, comme on dit plus communément le jeudi de l'Ascension. En effet, puisque donc le décompte fait que c'est 40 jours, nous disent les évangiles, c'est après 40 jours que Jésus remonte au ciel, et cela précède de quelques jours, d'une dizaine de jours, la Pentecôte, 50 jours, qui elle est en même temps aussi une fête qui était célébrée dans la tradition juive. Ce chiffre de 40 revient souvent dans la Bible, mon père, pourquoi ? On le retrouve souvent parce qu'en effet, quand Jésus part au désert, les évangiles nous disent qu'il part 40 jours au désert. Les Hébreux ont passé 40 ans dans le désert avant d'arriver dans la terre promise. On peut trouver beaucoup de signification à ces chiffres, mais à chaque fois, ce qui est dit d'une certaine manière, c'est une totalité, une globalité. Voilà, c'est un espace de temps qui est conçu comme tel, comme un temps de préparation. Et par exemple, dans l'Ascension, c'est un temps de préparation où Jésus, après sa résurrection, prend comme je vous le disais, ce moment un peu d'intimité avec ses disciples pour un peu pour parfaire leur connaissance du mystère que lui-même représente à leurs yeux. Un homme qu'ils connaissaient, qu'ils avaient côtoyé pour la Sainte Vierge depuis sa naissance, pour la plupart des disciples pendant les 3 ans de la vie publique de Jésus. Cet homme-là, ils l'ont vu un certain vendredi, une veille de Shabbat, ils l'ont vu mort sur une croix, et cet homme-là, il le redécouvre vivant. Vous pensez bien qu'il fallait bien 40 jours pour que Jésus puisse un peu leur expliquer, leur donner tous les éléments qui leur permettraient à leur tour de devenir des témoins de cet événement extraordinaire. La mort a été vaincue en Jésus. Un mot sur les messes, est-ce qu'elles se déroulent toujours avec un protocole sanitaire strict ? Oui, pour l'instant, nous suivons les recommandations, bien entendu, du gouvernement princier. Donc, les protocoles sanitaires qui sont en vigueur maintenant depuis de nombreux mois sont toujours respectés. Et nous sommes en train de travailler justement avec le gouvernement pour pouvoir préparer tranquillement, avec le respect des règles sanitaires, la fête Dieu qui arrivera bientôt au mois de juin, et avec cette fête Dieu, avec cette particularité chez nous à Monaco, d'être fêtée le jeudi et avec la fameuse procession sur le rocher. Donc tout ça est à l'étude, mais toujours bien sûr dans le respect des protocoles sanitaires qui permettent à notre principauté d'ailleurs d'avoir un mode de vie qui reste humain et plus facile que dans bien d'autres pays. Eh bien, merci beaucoup, Christian Venard, d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir un peu plus éclairé sur cette fête de l'Ascension. Merci à vous.
Rejoignons à présent Frédéric Elion pour un point sur l'actualité. Bonsoir Frédéric, on débute par cette remise de décoration hier. Bonsoir Émilie, Monseigneur Barcy, archevêque émérite de la Principauté, a été fait chevalier de la Légion d'honneur, une distinction remise par Laurent Stefanini, ambassadeur de France à Monaco. La cérémonie s'est déroulée au collège FANB hier à 17 h, en présence du prince souverain et de nombreuses personnalités de la Principauté. On passe à ce forum portant sur la pandémie de coronavirus. Women for Women International, un forum virtuel qui s'est déroulé hier à 17 h en italien avec une traduction simultanée en français. Au centre des discussions, vaccination, recherche, éducation. Quelles sont les priorités dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 ? Le ministre d'État, Pierre Dartout, a enregistré un message dans le cadre de ce forum. Le Covid-19 qui sera également au cœur de cette conférence à venir de la Monaco Méditerranée Foundation. Oui, dans le cadre de la reprise de son cycle de conférences, la Monaco Méditerranée Foundation recevra jeudi 27 mai à 18 h 30 à la salle des Arts du Monte Carlo One les conférenciers Denis Duverne, président du conseil d'administration d'AXA, et Bruno Canard, directeur de recherche au CNRS. Le thème, coronavirus, où en est la recherche médicale? Quelles sont les conséquences économiques? Et on passe au sport et au basket. Frédéric, après son carton face à Gravelines Dunkerque, Monaco s'est incliné dans le choc en retard de la 10e journée de Jeep Elite à Dijon. Une courte défaite 86-83, la 3e de la saison, seulement en Jeep Elite pour les joueurs de coach Mitrovic qui conservent néanmoins le fauteuil de leader avec 17 victoires et 3 défaites donc. À Dijon, la Roca Team a été menée de 10 points dans le 3e quart-temps, avant d'égaliser, puis de passer devant à 2 minutes du terme de la rencontre. Sur ce dunk rageur de Mathias Le Sort, 17 points, 8 rebonds pour le pivot martiniquais. Mais David Holston plante un gros shoot clutch à 3 points pour redonner l'avantage aux Dijonnais. Malgré les 26 points de Rob Gray, la Roca Team s'incline 86-83. Place désormais un autre choc samedi à 14 h sur le parquet de l'Asvel. Merci Frédéric. Il est l'heure déjà des premiers examens pour les élèves de la Principauté. Les épreuves écrites du concours de langue monégasque ont débuté cette semaine dans les différents établissements scolaires de Monaco. Vanessa Dessy est allée à la rencontre des élèves de 4e et de 3e. Voyez son reportage sur des images de Serge Prémont. 40 ans que le concours de langue monégasque a été créé à l'initiative du prince Régnier III. Ce dialecte ligure parlé historiquement en principauté est moins pratiqué de nos jours, mais continue de transmettre un héritage aux tout-petits, surtout depuis son introduction dans les écoles. Et la mairie, bien entendu, est très attachée à ce concours qui a été créé il y a 40 ans. C'est pas quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose de très important. Cette importance, elle est aussi, je dirais, grâce aux élèves. Et c'est eux que je suis venu féliciter aujourd'hui d'avoir tenu bon, malgré quelques difficultés. Et féliciter aussi les 7 professeurs de langue monégasque, parce que grâce au concours de l'éducation nationale et du Comité national des traditions, la mairie peut être fière de renouveler chaque année cette belle épreuve qui nous tient vraiment à cœur, parce que ce sont nos racines. Cette année, ce sont donc près de 1180 élèves qui se sont présentés à l'épreuve écrite du concours de langue monégasque et d'histoire de Monaco. Il réunit chaque année des élèves de la Principauté, des niveaux CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, également lycée. Bon, cette année, depuis la réforme Blanquer, on a malheureusement une hémorragie à l'instar de toutes les langues régionales. Donc on a très peu d'effectifs en lycée, donc on ne fait pas passer le concours à ces élèves du lycée. Donc le concours se déroule de la manière suivante. Il y a une épreuve de langue monégasque pour les 6e, 5e, 4e, 3e. Je rappelle que les 4e, 3e sont en option au collège. Et il y a également, parallèle de l'épreuve d'écrite de langue monégasque, une épreuve d'histoire de Monaco. La langue monégasque connaît un engouement particulier auprès des scolaires. Cette dernière retranscrit un réel attachement au pays. Moi, c'est parce qu'en fait, je suis d'une famille monégasque et donc du coup, la langue monégasque, c'est un peu nos origines, c'est qui on est et je trouve que c'est important et c'est très intéressant aussi de pouvoir le parler. Non, je ne suis pas monégasque, mais j'aime beaucoup l'idée de ce concours car je pense que c'est important pour les traditions de Monaco. C'est important parce que c'est une langue, ça représente un pays. Seulement 70 élèves seront sélectionnés afin d'accéder à la 2e phase de ce concours, les épreuves orales qui se dérouleront début juin à la mairie.
Changeons de section avec des élèves des lycées de la Principauté. À présent, certains d'entre eux sont membres du jury du coup de cœur des lycéens. Un prix remis lors de la cérémonie annuelle de la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Ils viennent de dévoiler leur sélection des ouvrages retenus cette année. Plus de détails avec Juliette Rappert. Critique littéraire le temps d'une année, 3 classes de première des lycées de Monaco ont lu des premiers romans reçus en début de cette édition. Ils ont fait une première sélection aujourd'hui qui retient 4 titres sur les 7 qui étaient au départ. Et dans la même journée, on était parti sur une cinquantaine d'élèves, donc 3 classes complètes. Sur cette cinquantaine d'élèves, il y en a une vingtaine qui ont décidé de poursuivre l'aventure jusqu'au bout et de représenter leurs camarades au sein du jury. Parmi les 4 livres sélectionnés se trouve Alabama 1963, un roman à 4 mains, puisqu'il est écrit par 2 auteurs, Tristan Némiec et Ludovic Manchette. Ce livre, je l'ai pris parce que l'intrigue, elle me plaisait beaucoup. Et après, c'était mon premier livre que j'ai lu. Et j'ai commencé à le lire et ça m'a direct plu. Du coup, les autres, je les ai lus, mais j'étais moins impactée par l'histoire. Et j'ai vraiment pensé que l'écriture, elle a été hyper bien faite. Du coup, j'ai continué et je l'ai lu en même pas 3 jours. Au début, j'ai un peu choisi au pif, parce que je me suis dit, je vais le lire, après je pourrais toujours lire les autres après. Mais j'ai vraiment été emballé par ce livre dès que j'ai commencé à le lire. Le prochain rendez-vous sera en juin pour la rencontre entre les élèves et les 5 auteurs sélectionnés. Et le nom du lauréat du coup de cœur des lycéens sera connu lors de la cérémonie de remise des prix de la Fondation Prince-Pierre de Monaco en octobre. Vous avez pu suivre en direct dernièrement sur notre antenne le tirage au sort du tournoi de qualification olympique en rugby à 7 qui aura lieu les 19 et 20 juin prochains au Stade Louis II. En quelques années, le ballon ovale a pris une place prépondérante dans le paysage sportif de la Principauté. Le club de l'AS Monaco Rugby compte bien se servir de ce nouvel essor pour voir plus haut et afficher de nouvelles ambitions. Nous sommes justement avec le manager du club. Bonsoir Vincent Romulus. Bonsoir. Cette saison aura été une nouvelle fois particulière pour le sport en Principauté. Comment l'AS Monaco Rugby y a fait face? Ah oui, ça a été compliqué, un petit peu compliqué. On a essayé de pallier à ça en gardant un lien avec les joueurs. Parce que l'entraînement nous manquait et le sport collectif, si on n'a pas de lien et d'affect, c'est compliqué. Donc on a profité des petits créneaux qu'on avait, au moins une fois par semaine, pour se réunir. Les réseaux sociaux ont fonctionné et on s'est entraîné régulièrement, une fois par semaine, presque normalement, avec quand même des conditions liées à la crise sanitaire. Donc on a adapté en fonction du protocole tous nos exercices, mais l'intérêt c'était surtout de se retrouver et de ne pas perdre le lien avec les joueurs, ce qui a été fait. Alors le recrutement avait été taillé pour la montée, les ambitions seront les mêmes pour la saison prochaine, j'imagine? On garde ces ambitions évidemment parce que le club a franchi pas mal d'échelons, on s'est occupé beaucoup ces derniers temps et ces dernières années de peaufiner au niveau des jeunes, de la formation, de l'encadrement aussi qui est diplômé et qui me semble à mon avis très très important pour l'évolution de ce club. Donc, le président et l'ensemble du bureau ainsi que les éducateurs ont œuvré pour que ce club se forme et maintenant on s'accroche et on s'applique surtout à s'occuper du recrutement et surtout on se consacre à l'équipe 1. Oui, l'équipe 1 qui a un nouvel entraîneur. Je voulais saluer Luciano Orchera, ancien international italien bien connu, qui a œuvré pendant 3 ans sous les couleurs de l'AS Monaco. Et maintenant, on s'est tourné vers un ancien joueur de Nice, de Toulouse, qui a fait ses gammes à Toulouse, qui est passé par Montpellier et qui, depuis 20 ans, est sur les terrains de Saint-Raphaël pour éduquer, entraîner et former les jeunes et les seniors de Saint-Raphaël. Il s'appelle Raphaël Roggi. Il en a fait le tour et maintenant il a envie d'une aventure qui va se dérouler avec nous pour l'an prochain, c'est officiel. Et on n'en oublie pas pour autant les filles, c'est la volonté du club aussi de développer une section féminine. En 2018, s'est créé le groupe filles par l'intermédiaire de Fabien Camin. Et j'ai assisté au premier entraînement puisque j'étais encore entraîneur en rugby à 7. Et j'ai voulu lui donner un coup de main parce que j'ai trouvé que la tâche était rude. Et à ce jour, il a actuellement une trentaine de filles
engagé dans un championnat régional, donc que dire de mieux et le féliciter en tout cas. Et pour attirer le maximum de licenciés et licenciés et eux, vous organisez une journée de détection samedi au Devins, c'est ça? Exactement, détection qui concerne les catégories de 12 à 18 ans. Ça peut être une découverte du rugby pour certains, c'est-à-dire les nouveaux. On fait aussi une détection technique de nos enfants à nous. Et tous les enfants qui veulent venir de la région peuvent s'intégrer aux nôtres. La journée ne concerne pas essentiellement que les jeunes, mais les parents aussi. C'est-à-dire que je lance un appel à tous les parents qui veulent bénévoles, qui veulent participer à la vie du club, ainsi que devenir peut-être éducateurs, où ils le sont déjà, de nous rejoindre samedi à partir de 9h30 sur notre stade. L'appel est lancé. Vincent Romulus, on a l'impression que le rugby est en plein essor depuis plusieurs années en principauté. C'est un constat que vous partagez avec moi? On a plusieurs entités, donc pour parler de notre club avec 350 licenciés maintenant, les féminines, on l'a parlé, l'école de rugby avec 120 enfants, donc ça c'est notre club, mais le rugby concerne aussi le rugby à 7, d'où l'équipe fondée par M. Emmanuel Falco et managée par M. Michalak. Nous travaillons évidemment en lien avec eux, ainsi qu'avec la Fédération monégasque de rugby, qui a encore d'autres missions, elle, qui dirige 2 équipes à 7, moins de 18 et seniors dans un championnat européen, et qui va organiser, avec le soutien du club, la qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo le 17 juin au Louis II. Merci beaucoup Vincent Romulus d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Coup de projecteur à présent sur ce nouveau logiciel, il s'appelle D-World. Il a été imaginé par des diplômés de l'Université internationale de Monaco. Il utilise une technologie devenue de plus en plus présente dans notre quotidien, le numérique. Le reportage d'Alexandra Pani. Se promener dans le Monaco de 2030, une ville encore plus verte et plus connectée que jamais, c'est ce que propose D-World grâce à la technologie de la réalité virtuelle. Une balade dans les jardins de Monaco-Ville ou faire du lèche-vitrine depuis votre canapé, c'est possible, mais l'on ne parle pas ici d'un simple jeu vidéo. L'objectif est de pouvoir recréer du lien social, se connecter et interagir avec ses proches, mais aussi des relations professionnelles et des transactions. You will see Monaco 10 years from now with all its enterprises, the brands, the retail stores, the real estate in this platform with way more immersive and dynamic experiences. Envie de vous commander un bon petit plat, vous pouvez vous rendre virtuellement avec vos amis dans le restaurant partenaire et choisir sur leur carte le menu que vous vous ferez ensuite réellement livrer ou précommander avant de vous y rendre sur place dans la vraie vie. Une solution également pour les agences immobilières qui pourront proposer leurs biens en visite virtuelle. Et pourquoi pas en profiter pour réaliser des achats pour votre avatar ou réellement vous-même dans les différentes boutiques qui ouvriront leurs portes sur la plateforme. When I go out of the store, it's like an Amazon experience because I just move out, I check my cart, if I don't like something I just delete it and I purchase it and I just go out. An email arrives at my email address to confirm the order and then the customers are just going to fulfill the whole payment. La réalité virtuelle représente plus de 20 millions d'utilisateurs en Asie et près de 26 millions aux États-Unis. Cette plateforme offre donc une visibilité à l'international pour la principauté et ses commerces et entreprises. À terme, la plateforme sera bien entendu accessible sans équipement VR sur un ordinateur ou un téléphone mobile tout simplement. Pour l'heure, seul le quartier de Monaco-Ville est représenté. Le prochain sera Monte-Carlo afin d'atteindre ensuite toute la principauté. Avant de nous quitter, coup d'œil sur vos prévisions météo. Quelle est la tendance pour vendredi, Frédéric? La matinée sera globalement ensoleillée, Émilie, puis à la mi-journée, le temps va se couvrir avec l'apparition de la pluie et un risque d'orage dans l'après-midi. Le thermomètre affichera 12 degrés le matin et 18 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 6h04 pour se coucher à 20h48. Vendredi 14 mai, nous fêterons les Mathias.
Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir, y compris en ce jour férié. Le Grand Prix de Formule 1 sera de retour dans une semaine avec, dans un premier temps, les essais libres pour lancer le décompte de cet événement que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne. Flashback avec les photographes de la direction de la communication. À demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.